Feu Cosimo. Dès le premier jour, Bartolino Fiorenzo s'était entendu dire par sa future: Lina, à vrai dire, Lina, non, ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Carolina. Feu Cosimo tenait à m'appeler Lina, et le nom m'est resté. Feu Cosimo était Cosimo Taddei, le premier mari. Le voici. Sa future le lui avait même montré, car il était encore là, rieur, en train de donner un coup de chapeau, instantané agrandi, saisissant, sur la cloison en face du canapé, à côté duquel Bartolino Fiorenzo était assis. Et instinctivement, l'envie était venue à Bartolino de s'incliner pour répondre à ce salut. Lina Sarulli, veuve Taddei, n'avait pas songé un instant à ôter ce portrait du salon, le portrait du maître de séant. En effet, la maison qu'elle habitait était celle de Cosimo Taddei. Ingénieur, il en avait tracé le plan, puis l'avait meublée élégamment, pour la lui laisser finalement en héritage avec tout son patrimoine. Sans remarquer la gêne de son futur époux, Lina Sarulli ajoutait: « Je n'aurais pas aimé que l'on change mon nom. Mais feu Cosimo m'a dit: « Si au lieu de Carolina, je t'appelais Caralina, ne serait-ce pas plus gentil? C'est presque la même chose, mais ça en dit tellement plus. Ça te va? » « Très bien, oh oui, très bien, » avait répondu Bartolino Fiorenzo, comme si feu Cosimo lui avait demandé son avis. Par conséquent, cara Lina, nous sommes d'accord, conclut Lina Sarulli, en souriant. Et Bartolino Fiorenzo: D'accord, oui, d'accord, balbutia-t-il, confus et honteux, en songeant qu'au même moment, le mari le regardait du haut de sa cloison et le saluait. 3 mois après, quand les Fiorenzo, mari et femme, accompagnés à la gare par leurs familles et leurs amis, partirent en voyage de noces en direction de Rome, Hortensia Motta, intime amie de la famille Fiorenzo et amie très proche de Lina Sarulli également, fit observer à son mari, en faisant allusion à Bartolino: « Pauvre garçon, a-t-il pris femme? Je dirais plutôt qu'on lui a donné un mari. » Bien entendu, Hortensia Motta n'entendait nullement dire que Lina Sarulli, auparavant Lina Taddei, tenait plus de l'homme que de la femme. Non, trop femme même, cette chère Lina. Mais entre les deux, voyons, il était évident que c'était elle qui avait le plus d'expérience de la vie et le plus de jugeote. Oh, lui, rond blond Rubicon, il ressemblait à un gros poupon, un drôle de poupon cependant, chauve, mais d'une calvitie qui paraissait factice, comme s'il s'était rasé le sommet de la tête pour se défaire de cet air infantile. Sans y parvenir d'ailleurs, pauvre Bartolino. Pauvre? Pourquoi pauvre? Miaula d'une voix nasillarde, Motta énervé. Vieux mari de la jeune Hortensia, lequel avait arrangé ce mariage et n'admettait pas qu'on en dise du mal. Bartolino n'est tout de même pas un imbécile, c'est un chimiste très compétent. Bien sûr, de première force, ricana sa femme. De toute première force, riposta-t-il. Chimiste très compétent. S'il avait voulu publier les études approfondies, nouvelles, d'originalité indiscutable, auxquelles il s'était consacré depuis sa prime jeunesse, sa seule et unique passion, sans aucun doute, qui sait, dès le premier concours, qui sait de quelle importante université on l'aurait nommé professeur. Érudit, extrêmement érudit. Et maintenant, comme mari aussi, il serait exemplaire. Dans la vie conjugale, il entrait pur, vierge de cœur.
Oh, pour cela, admit sa femme, comme si elle était disposée à concéder même davantage quant à la virginité. Le fait est qu'avant que ce mariage eût été arrangé avec Lina Sarulli, chaque fois que chez les Fiorenzo elle entendait son mari conseiller à l'oncle de Bartolino de conjuguer ce garçon, elle éclatait de rire. Que de fou rire à ce sujet. Le conjuguer, oui madame, le conjuguer, ripostait son mari en colère. Alors, en se retenant brusquement, mais mariez-le, cher ami. Je ris de mon côté, je ris de ce que je suis en train de lire. En effet, elle lisait pendant que Motta faisait son habituelle partie d'échecs avec M. Anselmo, oncle de Bartolino. Elle lisait un roman français à la vieille dame Fiorenzo, paralysée depuis 6 mois dans son fauteuil. Elles étaient vraiment d'une gaieté folle, ces soirées. Bartolino, hermétiquement calfeutré dans son cabinet de chimiste, la vieille tante qui faisait semblant de prêter attention à la lecture et n'y comprenait goutte, ces deux vieux absorbés dans leur partie, il fallait conjuguer Bartolino pour mettre un peu de gaieté dans la maison. Et voilà, pauvre enfant, on l'avait marié pour de bon. Cependant, Hortensia pensait aux 2 jeunes mariés en voyage, et riait en imaginant Lina à tuer à toi avec ce gros garçon chauve, sans expérience, vierge de cœur, comme disait son mari. Lina Sarolli, qui était restée 4 ans en compagnie du cher ingénieur Tadei, très expérimenté. Lui, bon vivant, jovial et entreprenant. Même trop. À cette heure, la jeune mariée veuve avait peut-être déjà remarqué la différence entre les deux. Avant que le train s'ébranlât, l'oncle Anselmo avait dit à sa nouvelle nièce « Lina, je te recommande Bartolino. Guide-le. » Il entendait dire lui servir de guide à Rome, où Bartolino n'avait jamais été. Elle, oui, elle y était allée, lors de son premier voyage de noces, avec feu Cosimo. Et elle gardait la mémoire des moindres choses, des plus légers incidents qui lui étaient arrivés, mémoire déliée et limpide, comme s'il s'était passé, non pas 6 ans, mais seulement 6 mois depuis lors. Le voyage avec Bartolino dura une éternité. Il ne fut pas question de baisser les rideaux. À peine le train s'arrêtait-il à Rome, que Lina dit à son mari « Laisse-moi faire, je t'en prie. Descends les valises. » Et au porteur qui leur ouvrait la portière « Tenez, 3 valises, 2 cartons à chapeau. Non, 3. Un porte-manteau, un autre, ce sac, cet autre sac, qu'y a-t-il encore? Rien, ça suffit. Hôtel Vittoria. » À la sortie de la gare, après avoir retiré la malle, elle reconnut immédiatement le conducteur de l'omnibus et lui fit signe. Quand ils furent montés, elle dit à son mari « Tu verras, c'est un hôtel modeste mais extrêmement commode. Excellent service, prix modique et central en plus. » Feu Cosimo, elle le rappelait sans le vouloir, avait été très content de l'hôtel. Et sans aucun doute, Bartolino s'en trouverait enchanté, maintenant. Brave garçon, il ne soufflait mot. « Tu es étourdi, hein ?» lui dit-elle. « À moi aussi, cela m'a fait le même effet, la première fois. Mais tu vas voir, Rome te plaira. Regarde, regarde. Place des Thermes, les Thermes de Dioclétien, Sainte-Marie des Anges. Et là, retourne-toi, au fond, Via Nazionale. Magnifique, n'est-ce pas? Nous y passerons. » À l'hôtel, Lina se sentit comme chez elle. Elle aurait aimé que quelqu'un la reconnaisse, comme elle reconnaissait presque tout le monde. Ce vieux garçon, par exemple, Pippo, oui, le même qu'il y avait 6 ans. Quelle chambre? On leur avait réservé la chambre 12, au premier étage. Une belle chambre vaste, avec alcôve, bien meublée,
Mais Lina dit au garçon: « Pippo, et la chambre 19, au second, voulez-vous voir si elle est libre ?» « Tout de suite, » répondit le garçon en s'inclinant. « Elle est beaucoup plus commode, » expliqua Lina à son mari. « Il doit y avoir un petit cabinet à côté de l'alcôve. Et puis, plus clair et moins de bruit. Nous serons beaucoup mieux. » Elle se rappelait qu'il était arrivé la même chose à feu Cosimo. On lui avait réservé une chambre au premier et il se l'était fait changer. Peu après, le garçon vint dire que le 19 était libre et à leur disposition, s'ils préféraient. « Mais oui, » s'empressa de dire Lina toute heureuse, en battant des mains. Et à peine entrée, elle eut la joie de revoir la chambre telle qu'elle, avec le même papier, les mêmes meubles à la même place. Bartolino restait étranger à cette joie. « Elle ne te plaît pas ?» lui demanda Lina en ôtant son chapeau devant la glace retrouvée au-dessus de la commode. « Mais si, ça va, » répondit-il. « Tiens, je m'en aperçois dans la glace. Ce petit tableau n'y était pas, alors. Il y avait un plat japonais. On l'aura cassé. Mais dis-moi, cela ne te plaît pas ? Non, pas de baiser, maintenant. Avec nos museaux sales, tu te laveras ici. Moi j'irai par là dans le cabinet. À tout à l'heure. » Et elle se sauva, heureuse, exultant. Bartolino Fiorenzo lança un regard autour de lui, légèrement mortifié. Puis il s'approcha de l'alcôve, souleva le rideau et découvrit le lit. Ce devait être celui-là même où sa femme avait couché pour la première fois avec l'ingénieur Taddei. Et de loin, un portrait accroché à la cloison du salon, chez sa femme, Bartolino vit qu'on le saluait. Tout le temps que dura le voyage de noces, non seulement Bartolino coucha dans le même lit, mais déjeuna et dîna dans les restaurants où feu Cosimo avait conduit sa femme. Il se promena à travers Rome, en suivant comme un toutou les pas de feu Cosimo, qui guidait sa femme dans ses souvenirs. Il visita antiquités et musées, galeries, églises et jardins, en voyant et en observant tout ce que feu Cosimo avait fait voir et observer à sa femme. Il était timide et n'osait pas montrer dès les premiers jours l'humiliation, la honte qu'il commençait à éprouver, dans l'obligation où il était de suivre, en tout et pour tout, l'expérience, les avis, les goûts et les inclinations du premier mari. Mais sa femme n'y mettait aucune malice. Elle ne s'en apercevait ni n'était capable de s'en apercevoir. À 18 ans, sans aucun discernement, aucune notion de la vie, elle avait été entièrement prise par cet homme, instruite et formée et faite femme par lui. Elle était en somme une créature de Cosimo Taddei, lui devait tout, ne pensait, ni ne sentait, ni ne parlait, ni ne bougeait qu'à son gré. Alors, comment se faisait-il qu'elle avait repris un mari ? Parce que Cosimo Taddei lui avait appris que les larmes n'apportent aucun remède au malheur, que les morts ont toujours tort. Si elle était morte, il se serait certainement remarié. Par conséquent, Bartolino devait agir au gré de sa femme,
c'est-à-dire au gré de Cosimo Taddei, leur maître et guide. Ne penser à rien, ne se faire de soucis pour rien. Rire et s'amuser, puisque c'était le moment. Elle n'y mettait aucune malice. Bien sûr, mais tout de même, un baiser, une caresse, quelque chose enfin qui ne serait pas exactement à la façon de l'autre. Ne devait-il donc rien faire sentir à sa femme de personnel, rien de rien, rien de proprement à lui, qui la soustrairait, serait-ce un tout petit peu, à l'emprise de ce mort. Bartolino Fiorenzo cherchait, mais sa timidité l'empêchait de dénicher des caresses nouvelles. C'est-à-dire, il en dénichait en son fort intérieur, et même de très osés. Mais voilà, il suffisait que sa femme lui demande, en le voyant piquer un phare. « Qu'as-tu » ? Zut, il retombait à plat. Il prenait un air idiot et répondait « Que veux-tu que j'aie » ? De retour du voyage de noces, une nouvelle inattendue les affecta. Motta, l'auteur de leur mariage, venait de mourir à l'improviste. Lina Fiorenzo, qui avait vu Hortensia à ses côtés à la mort de Taddei pour lui prodiguer assistance et réconfort, comme une sœur, courut immédiatement auprès d'elle, pour l'assister à son tour. À son idée, cette tâche charitable ne lui serait pas difficile. Hortensia, voyons, ne devait pas être trop touchée par ce malheur. Le pauvre Motta était un brave homme, certes, mais tellement ennuyeux, et puis beaucoup plus vieux qu'elle. Pourtant, elle fut consternée en trouvant son ami, 10 jours après son deuil, absolument inconsolable. Elle supposa que son mari l'avait laissée en des conditions financières difficiles. Et, très adroitement, elle hasarda une question. « Non, non » répondit Hortensia en toute hâte à travers ses larmes. « Mais, tu comprendras... » « Quoi ? Un chagrin pareil ? Sérieusement ?» Lina Fiorenzo n'en revenait pas, et elle l'avoua à son mari. « Eh » fit Bartolino en haussant les épaules, rouge comme une écrevisse devant cette espèce d'inconscience de sa femme, si savante pourtant. À la fin du compte, je dirais qu'elle vient de perdre son mari. « Allons donc, un mari !» s'exclama Lina. « Il aurait pu être son père. » « Eh bien, n'est-ce rien pour toi ? » Mais ce n'était tout de même pas son père. Lina avait raison. Hortensia pleurait trop. Pendant les 3 mois de fiançailles de Bartolino, Hortensia Motta avait remarqué que le pauvre garçon se troublait à voir la facilité avec laquelle sa fiancée parlait de son premier mari devant lui. Se troublait, car il ne parvenait pas à accorder le souvenir si vivant, continu, persistant, qu'elle gardait de ce mari, et le fait qu'elle allait en prendre un second. Il en avait discuté chez lui avec son oncle, et celui-ci avait tâché de le rassurer, lui disant que c'était de la part de sa future une preuve de franchise dont il n'avait pas à se vexer, car justement, puisqu'elle se remariait, il devait être certain que le souvenir de cet homme n'avait plus de racines dans son cœur, mais seulement dans son esprit, de sorte qu'elle pouvait en parler sans scrupule, même devant lui. Ce raisonnement n'avait nullement rendu confiance à Bartolino. Hortensia le savait bien, et maintenant elle avait tout lieu de croire que les doutes du jeune homme, quant à cette prétendue franchise de sa femme, devaient avoir redoublé terriblement depuis le voyage de noces. Lors de la visite de condoléances du ménage, Hortensia avait tenu à se montrer inconsolable, moins à Lina qu'à Bartolino, d'ailleurs. Et Bartolino Fiorenzo resta si sympathiquement impressionné par ce chagrin de veuve que pour la première fois il osa contredire sa femme, qui ne voulait pas y croire. Et il le lui dit, le visage en feu. « Mais toi aussi, excuse-moi, tu as pleuré
quand tu as perdu... Cela n'a rien à voir, interrompit Lina. Avant tout, feu mon mari était encore jeune, oui, fit Bartolino pour ne pas le lui laisser dire. Et puis moi, reprit-elle, j'ai pleuré, il est vrai. Pas tant que ça, riposta Bartolino. Beaucoup, mais à la fin, je me suis fait une raison. Crois-moi, Bartolino, tous ces pleurs d'Hortensia, elle en remet. Bartolino se refusait à y croire. Bartolino sentait même au fond de lui redoubler une hargne, moins à l'égard de sa femme qu'à l'égard de feu Thaddée, car il comprenait bien que cette façon de raisonner, de sentir, n'appartenait pas en propre à sa femme, mais était le produit des leçons de cet homme qui devait être un cynique endurci. Bartolino ne le voyait-il pas tous les jours, quand il entrait au salon, lui sourire et le saluer? Ah, ce portrait, il ne pouvait plus le souffrir. C'était une persécution. Il l'avait continuellement sous les yeux. Entrait-il dans son bureau? Tiens, l'image de Thaddée lui riait et le saluait comme pour lui dire « Passez donc, c'était mon bureau d'ingénieur, vous savez. Vous y avez placé votre cabinet de chimiste, bon travail. La mort à ceux qui partent, la vie à ceux qui restent. » Entrait-il dans la chambre à coucher? Tiens, l'image de Thaddée le poursuivait là aussi. Il riait et le saluait. « Servez-vous donc. Bonne nuit. Êtes-vous content de ma femme? Je vous l'ai bien instruite, hein? La mort à ceux qui partent, la vie à ceux qui restent. » Il n'en pouvait plus. Cette maison était toute pleine de cet homme, comme sa femme même. Et lui, si tranquille auparavant, se trouvait en proie à une continuelle nervosité qu'il s'efforçait pourtant de dissimuler. À la fin, il se mit à avoir des fantaisies curieuses, pour arracher sa femme à ses habitudes. Si ce n'est que, ces habitudes, Lina les avait prises pendant son veuvage. Cosimo Thaddée, de complexion très vive, n'avait pas d'habitude ni n'avait jamais voulu en avoir. Si bien que Bartolino, aux premières fantaisies curieuses, entendit ce reproche sur les lèvres de sa femme. « Mon Dieu, Bartolino, comme feu !» Il tint à ne pas lui laisser le dernier mot. Il força son propre tempérament pour en trouver de neuves. Mais il avait beau faire, il semblait à Lina que l'autre les avait eus aussi, cet autre qui en avait fait vraiment de toutes les couleurs. Bartolino se sentait découragé, d'autant plus que Lina paraissait reprendre goût à ses bagatelles. Il devait certainement lui sembler revivre avec feu son premier mari. Alors, Bartolino, pour venir à bout de ses affres de nervosité redoublant de jour en jour, conçut un misérable dessein. À vrai dire, il entendait beaucoup moins tromper sa femme que se venger de cet homme qui la lui avait prise entièrement et la tenait encore. Il croyait que cette vilaine idée était née en lui spontanément, mais en réalité, il faut dire à sa décharge qu'elle lui avait été soufflée, insinuée, infiltrée par celle qui, plusieurs fois, quand il était célibataire, avait cherché par ses artifices à l'arracher à ses études excessives de chimie. Pour Hortensia Motta, ce fut une revanche. Elle se montra désolée de tromper son amie, mais elle fit entendre à Bartolino que bien avant qu'il se mariât, c'était presque fatal. Cette fatalité n'apparut pas très clairement à Bartolino. Pourtant, en bon garçon qu'il était, il resta déçu, presque frustré, à voir la facilité avec laquelle il parvenait à ses fins. Resté un instant seul dans la chambre du vieux Motta, il se repentait de sa mauvaise action. À un certain moment, ses yeux se portèrent par hasard sur quelque chose qui brillait sur la descente de lit du côté d'Hortensia. C'était un pendentif en or, au bout de sa chaîne, qui avait dû glisser de son cou. Il le ramassa pour le lui rendre, mais comme il attendait, malgré lui, il l'ouvrit sous ses doigts nerveux.
il tomba de son haut. Une photographie toute petite, de Cosimo Taddei. Là aussi. Il riait et saluait.